Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission qui ne sera pas cette fois-ci l'économie expliquée par mon père, mais une sorte de la vie expliquée par mon père. Et aujourd'hui, les relations hommes-femmes, le patriarcat / qu'arrive-t-il à nos hommes, car c'est ainsi que Charles voulait l'intituler, comme type d'émission. Voilà, on s'essaye à quelque chose de nouveau, quelque chose d'un peu plus Jordan Petersonien. Voilà. Parce que Charles en avait gros. Et il voulait que ça sache. Non, c'est pas que j'en avais gros, c'est que dans mon métier qui est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans les pays, etc. La chose la plus facile, c'est sans doute l'économie, mais de temps en temps, il se passe des phénomènes sociaux qui peuvent avoir une énorme importance. Et il me semble que une telle chose est peut-être en train d'arriver. Et le titre de cette émission, mais qu'est-ce que nous avons fait de nos garçons, quoi ? C'est un peu ça l'idée. Parce que je regarde aujourd'hui aux États-Unis, donc on a eu la crise du Covid, comme chacun le sait. Et depuis la crise du Covid, il y a à peu près 7 millions d'hommes, ce qui est quand même beaucoup, qui ont décidé de ne pas aller retravailler, qui n'apparaissent plus dans les statistiques, ni du chauffage, ni du chômage, ni de la recherche de travail, ni rien du tout. En Angleterre, c'est 700 000, ce qui est dire, parce qu'on a les statistiques en Angleterre, aux États-Unis, parce qu'on peut les mesurer. En France, ça doit être à peu près la même chose. Donc, il me semble qu'il commence à y avoir une espèce de découragement des hommes normaux, enfin des gens... parce que ce sont des gens entre 20 et 55 ans, c'est-à-dire des gens qui sont à l'âge où ils devraient tous travailler, quoi. Enfin, ils sont, en principe, ils travaillaient à 99%. Et ça me fait penser à ce livre assez étonnant qui s'appelait Atlas Shrugged, qui avait été traduit en français sous le nom de La Grève, mais assez récemment, qui était d'une espèce de philosophe qui s'appelait Ayn Rand, qui était une femme, une Ukrainienne au départ, et qui disait que dans le monde dans lequel on allait rentrer, les grands patrons, etc., allaient tellement être martyrisés qu'ils allaient tous se retirer en avoir marre un jour et se retirer quelque part dans les Rocheuses et laisser le monde se démerder sans eux. Alors, ça vous donnera lieu, peut-être, vous avez croisé ça sur les réseaux, la phrase qui se dit au travers du livre, et on le comprend qu'après cet immense monologue de la personne, c'est John Galt. Et John Galt est celui qui a instillé cette espèce de révolution par les pieds de plomb. Et, les gens s'en vont, ils disent j'en ai marre. Les gens s'en vont. Et donc, cette société se retrouve, on est dans les années 30. C'est écrit à la fin des années 40, au début des années 50, mais on est dans une société où d'un seul coup, on emmerde tellement le grand patron de l'industrie de l'acier, par exemple, qui décide, j'arrête. C'est marrant, la mode des femmes, j'avais l'impression qu'on était dans les années 30, moi. Enfin, je sais pas, parce que... Et puis, cette avancée des chemins de fer, puisque elle travaille, Dany Taggart, dans les chemins de fer. Et donc, on cherche John Galt pendant tout ce roman, qui est à la fois... qui est très facile à lire, bien que, évidemment, c'est pas un roman de plage, parce qu'il est comme ça. C'est 1000 pages, oui, facile. Mais et quand je lis, dans le fond, la description d'une société qui recherche la bienveillance, l'accord entre tout le monde, etc., elle décrit que cette société amène inéluctablement un effondrement. Et pour ceux qui ont lu le livre et pour ceux qui voudraient le lire, on peut pas s'empêcher, quand on lit la société qu'elle décrit dans les années 50, donc je sais pas exactement, mais... c'est la France d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'on voit la thèse de cette femme, c'était qu'une société fondée sur le refus du conflit, le refus de se mettre des claques, allez, quoi. Sainement, amenait automatiquement à une espèce de dégénérescence. Et quand je vois aujourd'hui tous ces hommes qui se retirent du marché, qui refusent je me dis, qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que on a beaucoup parlé des femmes, de leurs problèmes. Depuis 50 ans, il y a eu des tas de choses qui sont passées. Mais on n'a jamais réfléchi, ou à mon avis très peu, à la façon dont les hommes allaient ressentir ce mouvement en faveur des femmes, quoi. Et je me demande s'il n'est pas... Je suis pas du tout sûr de ce que je vais dire, et je cherchais pas du tout à porter des jugements de valeur. Ce que je cherche à dire, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose chez les garçons et chez les hommes qu'on a vu pour ainsi dire jamais. Alors, pour apporter à mon père un minimum de réponses, je me suis, quant à moi, procuré ces deux ouvrages. Donc, le dernier de Mona Chollet qui s'appelle « Réinventer l'amour ». Alors, Mona Chollet...
est une écrivaine qui a beaucoup documenté le sujet du patriarcat. Son autre livre, je crois que c'est Les sorcières, parle aussi de ce sujet. Je dois dire que, indépendamment de certains propos de fond avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord, c'est très bien écrit, j'ai passé un bon moment à le lire. Il y a deux propos qui m'ont fait rire parce que je m'y retrouve un peu. En tout cas, dans le premier, c'était la remise en cause de Belle du Seigneur d'Albert Cohen comme l'éponyme du roman qu'il faudrait avoir tous lu et adoré. Moi, il m'a toujours fait sentir profondément mal à l'aise et il y a une critique assez bien faite de cette espèce de Moi, j'ai pas pu le finir. Romantisme éthéré, de salle de bain, elle avait peur d'avoir des gargouillis, enfin bon, tout ça, et d'histoire d'eau à la fin pour différentes raisons. Alors, j'ai aussi lu ce livre, Le couple et l'argent, de Titiou Lecoq. J'ai beaucoup moins appris que dans celui de Mona Chollet. Je ne veux pas dire du mal des gens, Thérèse, mais ça part du postulat, évidemment, qu'on connaît tous et qu'on voit arriver tous les ans, que les femmes sont moins bien payées que les hommes, et ainsi de suite. C'est pas vrai. Cela dit, en tant qu'avocat, sur la dernière partie, qui est celle de la mise en commun des biens, c'est-à-dire souvent les femmes choisissant, pour différentes raisons, d'avoir des salaires inférieurs, parce qu'elles préfèrent avoir un mercredi off ou ainsi de suite. Du coup, si tu te retrouves dans le couple à acheter en commun les courses et ainsi de suite, tu vas te retrouver lésé à terme. Et aujourd'hui, l'institution du mariage, pour différentes raisons, ne protège plus autant les femmes qu'autrefois. À tort ou à raison, je ne sais pas, on va en discuter. Mais la dernière partie de ce livre est réelle. Je voudrais pas faire une émission sur les femmes, qui sont un sujet passionnant. Je veux le faire sur les hommes. Oui, mais c'est-à-dire qu'on va partir du postulat de départ, et ça, tu vas devoir le donner, puisque tu l'as quand même dit, que l'évolution de la masculinité, aujourd'hui, est peut-être en raison qu'on les traitait de toxiques, ou en raison du fait que le domaine... il s'est passé des choses chez les femmes, je suis pas là, c'est pas ça qui m'intéresse. Que le domaine féminin aurait empiété sur le domaine masculin. Je vous donne par exemple quelque chose qui me tracasse. Bon, un certain nombre de choses qui me tracassent. La première, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que des hommes jusqu'à 18 ans sont éduqués par des femmes. Puisqu'aujourd'hui, le corps enseignant est à 65, 70, 75% féminin. Dans toutes les civilisations, les enfants restent avec les femmes jusque dans le gynécée, on appelle ça, je crois. Et à 12 ans, passer aux hommes. À 12 ans, passer aux hommes, et puis ensuite, c'était aux hommes de s'en occuper, c'était des hommes qui élevaient des hommes. Moi, je vais avoir 80 balais, j'ai vu mon premier professeur femme, bon, j'en avais eu un ou deux quand j'étais au lycée, prof de maths qui était femme, ou des choses comme ça, mais enfin, tout mon enseignement était masculin. Et quand j'étais en terminale à Auch, j'ai déjà dû raconter la blague en maths LM. En maths LM, on avait un prof de philo. Donc, j'étais là avec deux copains qui étaient tous les deux d'ailleurs piliers au FC Auch, vous savez, qui étaient joués à gauche et à droite. Donc de la fine bleuette. C'était des grands subtils, quoi. Et on a commencé à faire les andouilles en cours de philo. Et le professeur de philo, qui était, on le savait pas, mais on l'a appris vite, qui était commandant dans la Légion, copain de Marcel Cerdan et ceinture noire de je sais plus quel sport de combat, nous a dit, écoutez les enfants, là, je vous attends tous les trois à la sortie du lycée, derrière le lycée, et puis on va parler. Hein. Et on n'y est pas allé, inutile de te dire. Donc quand tu as des garçons qui sont bourrés... Il y a des rendez-vous que... Il vaut mieux pas fallait. Donc, quand tu as des gamins de 18-19 ans qui sont bourrés de testostérone, costauds, et que tu te retrouves, j'imagine, dans la Seine-Saint-Denis avec une femme qui a 30 ans, comment réussissent-elles à... La réalité, c'est qu'elles n'y arrivent pas. Et donc, il y a une espèce de... La première des choses, c'est que dans l'éducation masculine, toujours, c'était des hommes qui mataient les jeunes hommes. Bon, maintenant, c'est fini. Bon. Alors ça, c'est la première des choses qui me trouble. La deuxième des choses qui me trouble, c'est que dans le cours de mes études, jusqu'à la fac, pour ainsi dire, il y avait des classes pour hommes et des classes pour femmes. Enfin, je veux dire, on était séparés, les lycées étaient séparés. Oui, il y avait des lycées de filles et de garçons. Et aujourd'hui, les types, ils ont leur cours en même temps que les femmes.
Alors, il y a deux choses qu'il faut dire sur les femmes. La première, c'est qu'elles ont, de façon scientifique, c'est pas une blague, elles ont un mûrissement de leur cerveau beaucoup plus rapide que celui des hommes. Parce que quand elles arrivent à 16 ans, il faut si elles sont enceintes, il faut qu'elles puissent se démerder. Donc, en termes de maturité. Et puis elles ont un cerveau qui est à peu près en place, quoi. Parce que moi, j'ai toujours prétendu qu'un homme jusqu'à 27 ans, c'est tellement désorganisé là-haut que s'il fait une connerie, il faut être indulgent avec lui, quoi, parce que il est pas bien câblé. Il est pas bien câblé encore. Enfin, il y a des trucs qui sont pas câblés. Il y a des trucs qui s'échappent. Des trucs qui s'échappent. Et comme les femmes sont beaucoup mieux câblées, comme tu le dis, que les hommes, jusqu'à un âge assez avancé, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles sont toujours en tête de classe. Mm-hmm. Donc, t'as les gars qui sont particulièrement mal câblés, ce qui était mon cas quand j'avais 18 ans ou des trucs comme ça, qui vont toujours se retrouver en queue de classe. Et on va leur donner l'habitude de se considérer comme des crétins. Donc, tu penses que ça peut engendrer un certain dépit c'est pas un dépit, il dit j'y arrive pas. Et du coup, peut-être un découragement. Un découragement. Et l'habitude de se considérer comme une sous-merde. Et de l'habitude, du coup, de dire que les études, c'est pas pour moi. Alors que peut-être que si, c'est juste... Oui, mais alors, attends. Est-ce que ça serait pas plutôt un problème de l'enseignement qui ne paramètre pas, ne prend pas en compte ces paramètres dans l'éducation, dans l'évolution, et non pas, quelque part, entre guillemets, la faute des filles. Mais je dis pas que c'est la faute des femmes, je dis qu'on a décidé ça et que tout le monde a trouvé ça très bien. Mm-hmm. Je dis pas que c'est la faute de personne, je dis qu'il y a un certain nombre de décisions qu'on a prises qui sont peut-être en train de rendre les hommes... Donc, dans un monde idéal, si on devait réfléchir à ça, on pourrait dire, bon, reséparons les filles et des garçons. Certaines écoles privées le font, dans un souci, justement... Alors, ils remettent, je prends l'exemple, je crois que c'est Saint-Jean-de-Passy, ne remettent les filles avec les garçons qu'en terminale ou en première. Voilà, ça va, et ça. 6e, 5e, 4e, qui sont des classes où, en plus, les enfants ne se parlent plus. C'est très drôle, d'ailleurs, parce que quand je me suis beaucoup occupée de mes filles, quand tu vas dans les petites classes, les enfants se parlent, jouent ensemble et tout. Et puis, il arrive un moment, prémisse de la sexualité, le pré-ado, là, on a deux groupes. Ça se parle plus dans la cour de récréation, ça ne joue plus ensemble. Les garçons font leur foot, les filles leur truc de filles. Voilà. Et donc, effectivement, élever les garçons à leur rythme, avec des hommes. Avec des hommes et avec des choses qui les intéressent. Et il y a un autre problème qui me tracasse si on met les femmes et les hommes en même temps. Et c'est un autre problème, c'est quelque chose qui est scientifiquement prouvé. C'est que les femmes cherchent toujours à se marier, à avoir des relations au-dessus, socialement. Alors que les hommes, ils en ont rien à foutre. Ils peuvent prendre quelqu'un en dessous, si elle est jolie, ça ne les gêne pas. C'est souvent leur mère qui n'est pas d'accord. Oui, c'est souvent leur mère qui n'est pas d'accord. D'accord, mais enfin, ça, c'est autre chose. On peut régler le problème. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que les femmes, donc, dans la classe, mettons qu'il y ait 15 filles et 15 garçons, les 15 filles vont s'intéresser aux 3 mêmes garçons. Et il va y en avoir 12 qui non seulement seront les derniers de la classe, mais en plus à qui jamais une femme ne jettera un œil. Alors, ils vont se sentir doublement merdeux. Jordan Peterson appelle ça, la communauté appelle ça les incels. Oui. Incels. Voilà. Et lui s'adresse aux incels comme ça. Et sa réponse à ça est de dire, c'est à vous, en tant qu'homme, d'essayer d'envisager ce qui pour une femme est une qualité, et de vous pousser du col. Quand t'as 15 ans et que t'as ta cervelle qui est en bouillie, ou 16 ans, 17 ans, tu peux pas. Donc ça, tu le fais en principe quand t'arrives à 18, 20 ans à l'université, tu commences à savoir comment ça marche. T'en trouves une qui est peut-être d'accord avec toi pour te dire que t'es pas le plus mauvais, et puis ça marche comme ça, quoi. Donc, il me semble que déjà dans l'éducation, et alors dans cette éducation qui est dominée par les femmes, qui est faite pour le compte des femmes, aujourd'hui, il y a à peu près 60% de gens qui vont à l'université, qui réussissent à l'université, qui sont des femmes. C'est-à-dire que tu as une inégalité profonde qui est en train de se créer à l'université même. Et dans les écoles. Et parce que les filles sont plus disciplinées, plus sérieuses, etc. Et donc, en quelque sorte, comme beaucoup de choses sont décidées à l'université, à l'école, quand tu as 20 ans ou je sais pas quoi, après ça, c'est un peu cuit. Il y a toute une série de gars qui se réveilleraient peut-être à 22, 23, 24 ans, mais qui sont cuits dès le départ, quoi, qui n'ont plus aucune chance de... Donc, on est en train de faire une société
où dans le fond, il y a une partie importante des hommes, c'est-à-dire les hommes non désirables, les hommes non désirables, qui sont mis complètement à l'écart. Et c'est peut-être ceux-là qui sont je vais revenir sur d'autres choses, mais c'est peut-être ceux-là qui sont en train de quitter la société en disant c'est un truc qui est pas fait pour moi, quoi. C'est je vais dans mes montagnes et je les emmerde tous, quoi. Donc je dis, dans l'éducation, on a pris toute une série de mesures dans un but extraordinaire qui est d'arriver à l'égalité entre hommes et femmes. Mais on arrive exactement au résultat inverse, c'est-à-dire ceux qui sont le mur le plus tôt détruisent ceux qui mûrissent plus lentement. Ça me paraît pas quelque chose de particulièrement brillant. Alors, je ne sais pas si elles détruisent per se, mais c'est la conséquence de cette organisation. Oui, et qui n'a jamais existé dans l'histoire avant. Oui. Donc peut-être qu'il y avait peut-être une raison, j'en sais rien. Encore une fois, comme l'a dit Goué. Donc si ça existait depuis longtemps, si on faisait... les enfants étaient éduqués... Alors ça, c'est la première des choses. Donc dans la préparation, dans l'éducation, et ça a une conséquence qui est assez étrange. C'est Jordan Peterson qui le dit. Pour ceux qui écoutent l'anglais, ils peuvent le lire, ils peuvent l'écouter, c'est très bien. Il dit, dans une organisation d'enseignement ou même de travail, etc., quand il y a 65% de femmes, plus personne ne vient. C'est-à-dire au bureau ? Au bureau, dans la fac, etc., ça n'intéresse plus les femmes. C'est-à-dire que quand les femmes deviennent 65% des gens qui travaillent là, ça n'intéresse plus les autres femmes d'aller, ça n'intéresse plus les hommes d'y aller, parce que c'est un monde qui les emmerde. Il y a pas quoi, ils veulent plus de conflits, ils veulent pas que ça soit réglé par le consensus, ils veulent quel que soit, c'est-à-dire qu'un monde sans hommes, ça n'intéresse ni les hommes ni les femmes. D'accord. Ils disent non, ce qu'on veut, c'est avoir le même nombre, n'importe quoi. Donc, à partir du moment où il y a 65% de femmes dans les universités, les hommes n'y vont plus. Est-ce que c'est pas plutôt que le salaire ne suit pas et que les hommes font un choix beaucoup plus par le salaire que par la... Oui et non, les hommes à un certain niveau font un choix par le salaire, mais le salaire, c'est pas vraiment une question, parce que si on corrige le salaire pour les heures de travail, les femmes sont plus payées que les hommes. Donc, c'est exactement... Parce qu'encore une fois, en tant qu'économiste, là, si les femmes avaient la même productivité que les hommes, travaillaient autant que les hommes et coûtaient 30% moins que les hommes... On recruterait que des femmes. On recruterait que des femmes. Et puis les entreprises qui recrutent des femmes ratatineraient les entreprises qui recrutent que des hommes. Donc c'est complètement idiot. C'est comme l'équipe de football féminin américain qui a demandé et obtenu de la fédération de football d'être autant payées les femmes que les hommes. Bon, très bien, dans le football. Mais ça signifie quand il y a un match de foot d'équipe féminine, il y a 3000 spectateurs. Et pas de sponsor. Et pas de sponsor, et puis l'autre, il y en a 100 000. Il y a Coca-Cola et Budweiser. Parce que les autres, les gens regardent. Bah oui. Les gens regardent. Il y a des dérives publicitaires, et voilà. Ça veut rien dire. C'est une espèce d'égalité qui est complètement idiote. Il ne peut pas y avoir d'égalité. Donc cette histoire d'égalité, en particulier du salaire, et en plus dans la vie, tu as dit aux gens, l'économie, ça n'est pas que les salaires. Il y a des tas de choses autres, le service qu'on rend, etc. Bon, donc la première chose que je voudrais dire, c'est il est en train de se passer quelque chose. Alors, et ce que je vais dire maintenant, c'est peut-être plus aux États-Unis qu'en France pour des raisons légales ou j'en sais rien, mais ce qui se passe aussi en ce moment, leur évidence, c'est que une fois qu'il est engagé dans la vie, le type, s'il est normal, il cherche à avoir une famille. Avoir une femme, des enfants, enfin c'est le truc que tout le monde a toujours fait, quoi. Et le rôle du père dans la famille, c'était quand même... et je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein, je dis mais c'était d'aller chasser l'ours. Et puis il allait ramener l'ours, et puis il faisait bouffer sa famille, et donc il avait un poste qui était, si j'ose dire, valorisant. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces, et 90% des divorces, en particulier aux États-Unis, sont initiés par les femmes. Et la législation américaine est ainsi faite, en particulier dans les classes les plus basses de la société, pour que
dès qu'une femme quitte son mari, elle devient mère célibataire en quelque sorte, avec les enfants, les subventions arrivent de façon extraordinaire. C'est-à-dire qu'on remplace le père par l'État. Et c'est la critique qu'a fait par exemple Thomas Sowell, qui est un puissant esprit que j'aime beaucoup aussi, sur l'aide qui a été formée, qui a été... C'est-à-dire que l'analyse de Thomas Sowell, qui est ce penseur noir américain, je crois qu'il est de Caroline du Sud ou de Mississippi ou un truc comme ça, il est dans une cabane où il n'y avait pas a d'électricité. fait donc une analyse très complète à l'époque des familles monoparentales américaines, enfin noires. Noir, oui. Et c'est vrai qu'il y a eu un phénomène aux États-Unis très ample depuis les années 70 de familles monoparentales avec, malheureusement, on l'a vu, une corrélation qui a été prouvée des emprisonnements, de la violence chez les mâles. C'est-à-dire que quand le père était absent... Quand le père est absent, c'est l'indice de la criminalité le plus forte qui puisse exister. Quand le père n'est pas là, les garçons vont en tôle. Alors, vous allez me dire corrélation n'est pas raison, mais au bout d'un moment, quand des statistiques... On trouve partout, dans tous les pays du monde. Mais ce que Thomas Sowell a montré, c'est qu'il met ça sur le dos de Johnson, qui était le président américain après Kennedy, qui a fait ce qu'on appelle la Great Society, c'est-à-dire qu'il a donné d'immenses avantages sociaux aux mères célibataires, etc. Donc quand il a fait ça, Johnson, il y avait à peu près 22% de naissances hors mariage dans la communauté noire. Maintenant, on est à 66%. Et la quasi-totalité des enfants noirs sont élevés dans des maisons où il n'y a pas de père ou un père qui tourne, quoi. Et là aussi, ça fait des dégâts considérables, parce que le père, quelque part, d'après en tout cas les analyses de Freud, le père, c'était la loi, c'était le monde extérieur, c'était la règle extérieure qui s'imposait à l'intérieur de la famille, c'est lui qui communiquait ça aux enfants, et la mère, c'était l'amour, c'était la tendresse, etc. Bon, très bien. Mais à partir du moment où il n'y a plus de père, le monde de la loi ne rentre plus. Et là, tu rejoins un petit peu Comte Sponville. Comte Sponville, exactement. Dans un interview que vous pouvez trouver sur la toile chez les bâtisseurs récemment, qui disait, écoutez, moi, le problème que je vois aujourd'hui, je paraphrase, bien sûr, c'est que de mon temps, on avait un père et une mère, et aujourd'hui, on a deux mères. On a deux mères. C'est-à-dire qu'on a dit aux hommes, à cause de cet enseignement féminin, de vivre dans un monde de bienveillance. Donc ils devaient devenir comme des femmes, c'est-à-dire gentils, tendres, écoutants, changeant les couches, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et du coup, il n'y a plus personne pour dire à l'enfant contre lequel l'enfant peut se battre. Son père lui dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, il y a à un moment, un garçon en particulier doit se heurter à son père. Et ben maintenant, c'est plus possible parce que le père, il est tellement gentil qu'il est devenu une maman. Toi, quand tu as grandi, est-ce que tu as eu l'impression, avec ton père qui était une personne pourtant très, très douce, très paradoxalement, parce que c'était un militaire, mais il cherchait jamais le conflit. Moi, je l'ai jamais vu comme quelqu'un, simplement, tu avais peur de sa parole. C'est-à-dire que mon père avait une façon très curieuse de fonctionner, puisque tu en parles. C'est quand on faisait quelque chose qui lui plaisait pas. Il levait un œil comme ça? Non, mais surtout, d'abord, il devenait tout blanc, parce qu'il faisait des espèces de colère blanche, et puis il avait son front qui se déplissait, il n'avait plus une rine. Et alors on le regardait, on dit ouh là là, je vais aller me mettre dans un petit trou. Il nous a jamais touché, il nous a jamais. Mais on sentait qu'on lui avait déplu. Parce qu'on avait dit quelque chose qui était. Quand tu avais joué la mauvaise carte au bridge. Quand j'avais joué la mauvaise carte au bridge, quand même foutu. Et donc, il y avait cette espèce de respect. Et je savais que mon père était passé par des années très difficiles dans sa carrière et tout. Donc, il avait donc une histoire humaine qui faisait que c'était pas difficile de le respecter. Et donc, moi, j'ai toujours été. Parce que vous étiez très turbulent avec ton frère. Oui, on était très turbulents, mais les relations entre hommes sont... Quand un homme a des problèmes, et là, c'est ce que semble ressortir de toutes les études
sociologique. L'idée, c'est qu'il va se mettre dans un trou et il attend que ça passe. Enfin, je veux dire, il devient... Ce qu'on appelle en anglais de strong silent type. Voilà, il va se mettre dans sa grotte et puis qu'on vienne pas l'emmerder, quoi. Et il décapsule des trucs. Il décapsule des bouteilles de bière, il se prend une cuite. Enfin, bref, l'homme, c'est quelqu'un qui, quand il a un chagrin, le porte tout seul dans son trou, quoi. La femme, elle a tendance à le communiquer à ses sœurs, à ses frères, à sa mère, etc., pour essayer d'expliquer que tout le monde lui en veut et qu'elle est très malheureuse. Et le strong silent type, quand vous en avez un pour père, vous parlez pas beaucoup avec lui. Mm-hmm. Mais c'est pas par la parole que les sentiments passent. Moi, je me souviens, pendant un été, j'étais aux États-Unis, j'étais rentré, j'étais classé au tennis, donc il fallait que je garde mon classement, enfin je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et donc pendant 2 semaines ou 3 semaines avec mon père, on a fait 2 tournois de tennis en même temps toutes les semaines. C'est-à-dire où ça ? Quand j'étais dans le sud-ouest, donc je jouais à Montrégeau et puis en même temps je jouais à Toulouse, tu vois. S'il y avait 2 tournois de tennis qui étaient en même temps, j'en faisais 2 matchs le matin, 2 matchs l'après-midi, tu vois. À l'époque où tu avais des gambettes. À l'époque où j'avais des gambettes, je pourrais plus le faire aujourd'hui. Mais donc mon père me servait de chauffeur, il m'amenait, puis il regardait mes matchs, puis on faisait. Et on restait donc 2, 3, 4 heures dans la voiture, en passant de l'un à l'autre, et on disait rien. Ouais. Mais c'est le meilleur souvenir de ma vie, quoi. J'étais à côté de mon père, on disait rien, on était tous les deux contents, simplement d'être ensemble. Voilà, c'était bien. Et je me demande maintenant qui, parmi les jeunes, pourrait avoir un contact comme ça avec son père sans rien dire. Donc, beaucoup de contacts masculins se passent sans rien dire. Simplement par... Mais aujourd'hui, à la façon dont on a... éduquer les hommes, je me demande s'il n'y en a pas beaucoup qui demandent à leur fils, alors qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, pourquoi tu me fais la tête Jamais un homme demande ça. Et est-ce que du coup, de faire ça, d'aller voir son fils en lui disant pourquoi tu me fais la tête et tout, ça ne montre pas une fragilité du moi ? Surtout, ça montre que le père, s'il regarde son fils avec attention, il devrait savoir pourquoi ça ne va pas. Voilà. Il devrait pouvoir, il n'a pas besoin de lui demander. Mon père, il savait très bien quand j'allais pas bien. Il me demandait rien, mais on allait faire un tour en voiture ensemble sans rien dire, quoi. Mm-hmm. Donc, je veux dire, les relations, une femme, par exemple, d'après ce que j'ai pu lire aussi, là, dit 2 fois plus de mots en une journée qu'un homme. Une femme, elle est très compétente verbalement, alors qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont pas compétents du tout verbalement. Ils sont des braves gens, ils sont solides, ils sont sérieux, mais... Moi, j'ai connu des gars qui étaient très très sérieux au rugby, mais ils n'étaient pas très compétents verbalement, quoi. Moi, j'ai toujours cette image de 5e où on nous faisait jouer du pipeau. Et il y avait un petit garçon à ma place qui s'appelait Luc, et son père était camionneur. Et j'ai encore cette image de Luc essayant de faire The Sound of Silence de Garfunkel au pipeau, et ça faisait un truc genre... Et je me dis, ça, c'est la communication des hommes. C'est comment ils sont doués. Ça faisait un truc, je te jure, ça résonne. Et il y avait Madame Muller, notre prof de musique, qui regardait la classe en disant, mais c'est pas possible. Et je te jure, il l'avait appris, il l'avait répété dans la cour. C'était horrible. Et je sais pas, il savait pas souffler dans le truc de façon continue. C'était, voilà, c'est la communication verbale masculine. Il avait trouvé le Sound of Silence très beau. Oui, mais il avait envie de le faire. Et on avait répété, et tout ça. Nous, les filles, on arrivait toutes à faire The Sound of Silence, tout, sol, ré, mi, fa. Rien du tout, il faisait rien. Voilà le pauvre garçon. Donc, tu imagines, alors, il aurait été avec 10 autres petits garçons qui, aucun d'entre eux n'arrivait à le faire. À souffler en continu dans un pipeau, ce qui n'était pas non plus... non, mais il n'aurait pas eu de problème. Mais maintenant, s'il était dans une classe où toutes les filles le faisaient, et puis 2 ou 3 garçons peu à plus branchés y arrivaient aussi, et lui, il était le seul à pas y arriver, ça a dû être un souvenir abominable pour lui. Et en tout cas, ça l'est pour nous. Madame Muller, oui. Voilà. Non, mais donc, il y a cette espèce de différence essentielle entre les hommes et les femmes. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, apparemment, mais encore une fois, je n'accuse rien, je ne dis rien, j'essaye de comprendre, parce que c'est un phénomène qui peut être immensément important qui arrive là. Donc, parce que s'il commence à y avoir les hommes qui décident que la société les intéresse plus, parce que le rôle des hommes, quand même, c'était un très bon bouquin qu'avait publié Paoli aussi, qui était le rédacteur en chef du Figaro. La Révolte du guerrier. La Révolte du guerrier, ou pas la Révolte du guerrier, c'est un titre comme ça. C'était publié chez Bourrin, et ça doit avoir 10 ans maintenant. Ça doit avoir 10 ans, et ça, c'était un peu le massacre du soldat. Parce que le petit garçon, qu'on le veuille ou non, ça paraît idiot, mais enfin, il s'imagine protecteur.
L'homme, dans le fond, il s'imagine protecteur. Et il doit y avoir rien de plus déconcertant que de vouloir protéger et qu'on te dise qu'on n'a pas besoin de toi, quoi. Alors, je vais me faire l'avocate du diable, puisque, encore une fois, je viens de là. On va te dire, oui, mais alors, pourquoi est-ce que l'homme a besoin d'être protecteur, puisque nous sommes égaux? Pourquoi voulez-vous vous conférer ce... Tu sais, c'est dans le truc de OSS 117, on verra quand il faudra porter quelque chose de lourd. Vous allez mettre une jolie table, mon petit. Non, mais je dis pas ça comme ça. Mais encore une fois, puisque nous sommes égaux, c'est très bien. Mais moi, une fois, j'étais à Genève avec quelqu'un qui travaillait pour moi, qui était une jeune femme. On marchait sur le pont qui traverse le lac, là. Et puis, il y a un type qui n'était pas bien tout seul dans sa tête, à l'évidence, qui a avancé de façon très agressive sur la jeune personne avec qui j'étais. Bon, ben moi, j'ai fait un pas en avant, et elle a fait un pas en arrière. Et c'était instinctif, l'un comme l'autre. C'était instinctif. Pourquoi ? Parce que je reviens à quelque chose de très profond, c'est qu'on a découvert récemment des sépultures de néandertaliens et d'hommes sapiens, nous. Je vais te couper juste 2 minutes, parce que moi, ce pas en avant, quand je suis avec mes enfants, je le fais. Mais bien sûr, une femme le fait pour ses enfants. Mais s'il y a un homme, c'est l'homme qui le fera. Donc, on a découvert quelque chose de très stupéfiant, c'est que les néandertaliens, les femmes mouraient des mêmes blessures que les hommes. C'est-à-dire que les femmes participaient, elles étaient égales, participaient à la guerre entre tribus, contre les animaux, etc. On n'a pas essayé de retrouver aucune sépulture de sapiens où les femmes avaient les mêmes blessures que les hommes. Ça voulait dire que les sapiens ont compris quelque chose, c'est qu'en cas de guerre, comme il y a un nombre limité d'ovaires et un nombre infini de spermatozoïdes, il faut protéger les ovaires. Et que les spermatozoïdes se fassent tuer, ça n'a aucune importance. Donc je crois que c'est quelque chose de très profondément instinctif. Par exemple, pour un mâle dans le monde animal, de se battre pour défendre, c'est le poème de Vigny, si tu veux, le loup qui pour, dans le fond, permet à sa louve et à ses petits de s'échapper, quoi. Et c'est comme ça qu'un homme se sent. Et si on lui dit, tu sers à rien, on n'a pas besoin de ta protection, puis en plus, t'as été nul en classe, t'as moins bon boulot que le mien et tout, le type, il va dans la forêt, il veut plus bosser, quoi. En plus, ton sperme, on peut le trouver par une banque du sperme, mais on n'a pas vraiment besoin de ça. On n'a pas vraiment besoin de ça. Et puis tes enfants, Et donc, aujourd'hui, 90% des divorces trouvent leur origine dans les femmes qui demandent le divorce. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que statistiquement, en tout cas aux États-Unis, 60% des pères perdaient tout contact avec leurs enfants dans les 2 ans. Alors là, tu as essayé de faire une famille, tu te retrouves à 30-35 ans, t'es viré, tu vois plus tes enfants, t'as plus de famille, et tu dis, mais pourquoi je veux aller bosser ? Je vais aller me foutre dans un trou, parce que dans le fond, ceux qui ont inventé les rideaux, c'est les femmes, hein. Tu fais un endroit agréable, j'imagine que la première grotte, ça a dû être aménagé par une femme et tout. À partir du moment où le type, on lui dit « tu sers à rien », il va se mettre dans sa grotte et il va boire de la bière avec des copains et péter à tout son soude, quoi, tu vois. Donc il y a une espèce implicite dans tout le mouvement qui s'est passé depuis 50 ans ou 60 ans. Il y a une espèce de dévalorisation forcenée du rôle de l'homme tel que l'homme se percevait. Alors je dis pas que... Mais ça les laisse un peu désemparés, quoi. Et je vois pas l'avantage dans le monde, parce que du coup, ce qui se passe, c'est comme les femmes n'ont plus le support d'un homme au travers de leur vie, puisqu'elles n'y croient plus, que ça peut durer toute une vie, qu'il faut s'en occuper toute sa vie, etc. Elles font plus d'enfants. T'as un effondrement de la démographie. Et du coup, aussi bien les hommes que les femmes y perdent. Alors, dans l'effondrement de la démographie, il y a plusieurs choses. Encore une fois, là, je vais brasser large. Premièrement, les conditions économiques de nos pays sont pas géniales. Tu vas me dire, ça c'est mieux que l'après-guerre où il y avait eu le baby-boom et où on était à Amiens, à même le sol. Mais enfin bon, aujourd'hui les gens ont cette idée qu'il faut absolument, quand tu fais des enfants, être propriétaire, avoir une machine à laver, ainsi de suite. Donc on s'attend à un certain confort. Ensuite, effectivement, en tant que femme, tu te dis, ok, je vais me mettre dans un mariage, possiblement faire des enfants, avoir une carrière qui va être arrêtée, puisque la dernière fois que j'ai regardé, c'est elle qui doit le porter, qui doit prendre un congé maternité, avec des relais de la petite
petite enfance qui ne sont pas là, parce que ton enfant, une fois que tu l'as, t'as pas de Voilà, crèche, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas d'infrastructure derrière. Les parents ne sont plus là, comme autrefois quand tu avais une vie de village où tu avais toujours une cousine, machin. Tu peux être à 5000 km de tes parents Voilà, aujourd'hui. donc qu'est-ce que tu fais de ton môme qui a une poussée de rougeole, ou est-ce que je sais, toi tu te retrouves, tu as un boulot parce que ton mari aujourd'hui n'a plus non plus la subsistance, un boulot suffisant pour te permettre de rester à la maison, parce que les salaires ont extrêmement baissé. Autrefois tu étais à la Banque de Suez, tu pouvais faire vivre ta femme et 3 enfants et aller à la montagne. De nos jours, tu es à la Banque de Suez, je suis même pas sûre que tu peux garder ta femme à la maison. Équivalent. Donc il y a ça aussi, il y a le fait que, et aussi, elle se dit, bon, bah alors d'accord, je donne les meilleures années de ma vie. Possiblement le type, qu'est-ce qui l'empêche après d'en prendre un cul plus jeune une fois que moi je serai vieille? Je me retrouve comme une conne avec une pension alimentaire qui veut rien dire, une prestation compensatoire qui me permettra pas de nourrir mes gosses, et je me retrouve plus invitée nulle part parce que je suis une femme célibataire. Elle est où ma vie? Voilà. Mais je sais bien. Et je dis encore une fois. Non, mais tu dis pas que c'est de la faute des hommes, mais je te dis pas que c'est la du faute côté des hommes, femmes, c'est voilà où on en est. femmes, c'est là où on en est. Et encore une fois, mon métier et la façon dont je réfléchis, c'est toujours de réfléchir au problème. Puis une fois que j'ai essayé de cerner le problème, je me dis, ce sera peut-être ça la solution. Et ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est que je dis, on a un immense problème qui est en train de se passer, c'est que dans le temps, les hommes aimaient les femmes et les femmes aimaient les hommes. Donc c'est la vieille blague de George Bernard Shaw qui disait « Dieu, dans son infinie sagesse, n'a pas donné le sens de l'humour aux femmes pour qu'elles aiment les hommes au lieu d'en rire. » Et c'était vrai, c'était une phrase très profonde. Eh bien, aujourd'hui, je vois en France que je n'ai jamais vu de ma vie, sauf dans les pays anglo-saxons. Tu vas dans un restaurant le soir, tu as des tables d'hommes et des tables de femmes. Et ils ne sont pas ensemble. Ce que j'avais jamais vu en France. En France, en principe, les femmes étaient contentes d'être avec les hommes contents d'être avec les femmes. Et entre collègues, voilà. Oui, mais on se voyait entre copains. C'est-à-dire, au Moyen-Âge, au XVIe, au XVIIe, on appelait le placement français à table, le placement où il y avait un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Et dans tous les autres pays, il y avait les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Moi, j'ai vu ça quand j'allais à Édimbourg, j'y allais souvent, dans les restaurants, il y avait des tables d'hommes et des tables de femmes, et ils en avaient rien à foutre, donc ils devaient se retrouver de temps en temps pour faire des petits, j'imagine, mais c'était pas, il n'y avait pas d'affection entre les deux groupes. Tandis qu'en France, il y avait cette espèce de c'est ce qui d'ailleurs fascinait tous les gens qui visitaient le pays, c'était justement le rôle extraordinaire des femmes en France. Quand tu lis les récits de voyage des Anglais ou des Espagnols, des Italiens, c'était cette espèce de rôle que jouaient les femmes en France. Bon. Ça a disparu. Et je peux pas m'empêcher de penser, c'est qu'on a dû louper une marche quelque part, mais je sais pas très bien où. Est-ce qu'on a trop dévalorisé les hommes? Est-ce qu'on a trop valorisé les femmes? Est-ce qu'on a créé une espèce de séparation qui n'a pas lieu d'être entre les deux? Est-ce que le système social a la place de... moi, ce qui m'ennuie beaucoup, c'est ce que disait un coup à boire, Milton Friedman. Il disait, tous nos systèmes sociaux ont été faits pour subventionner l'échec. Mmh. C'est-à-dire, un couple qui rate, il va recevoir des subventions à ne savoir qu'en faire, alors que dans le bon vieux temps, comme il n'y avait pas de subvention ni rien, on essayait de se démerder pour que ça tienne tant bien que mal. Tu vois, c'était pas toujours très malin, mais enfin, ça tenait le nombre d'années. Et puis, donc, encore une fois, j'ai dit, bon, très bien, l'État... Par exemple, dans notre famille, il y a un jeune qui s'est marié il y a quelques années avec une femme qui avait déjà un petit garçon, c'est très bien. Et eh bien, ils se sont jamais mariés parce que les subventions qu'elle recevait en tant que mère célibataire étaient tellement importantes que... Donc, ça veut dire que... Normalement, elle aurait dû être contente d'avoir un homme qui s'occupait d'elle et qui prenait le petit, qui allait devenir le sien, etc. Ce qui a été le cas d'ailleurs. Mais ils n'ont pas trouvé bon de se marier parce que il y avait tellement de subventions qui arrivaient. Enfin, tellement. Tu as une allocation de mère célibataire qui effectivement n'est pas nulle. Et des logements. Oui, des priorités pour le logement de la ville, bien sûr. Dans les écoles. Oui, c'est vrai. Donc tu as toute une série de subventions qui tombent sur les gars qui dans le fond... Et autrefois, il y a quelque chose aussi qui est joué. Alors là, qui est joué
dans les deux cas. C'est-à-dire que tu étais une femme seule dans un village dans les Pyrénées, tu étais très mal vue. Ah, très mal vue. Surtout si tu avais divorcé. Surtout si tu avais divorcé. Ça allait encore. Voilà, si ton mari était décédé, tu étais veuve, bon. Mais quand même, on te regardait entre la méfiance et la pitié. Voilà. Ce qui est toujours un masque difficile. Mais à l'inverse, la protection que tu avais aussi, c'est qu'un mari qui aurait quitté sa femme à l'époque pour une jeunette, ou on aurait divorcé, aurait été un mouton noir et pointé du doigt par toutes les dames de la ville, qui auraient dit « mais enfin ça ne se fait pas ». Et voilà. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Donc quelque part, cette protection inhérente sociétale... dont les femmes ont réclamé la disparition. Dont les femmes ont réclamé la disparition était, à mon sens, une protection. Ce que l'Église catholique avait essayé de mettre en place au travers du mariage et son institutionnalisation et le fait qu'il y ait cette pérennité, d'une certaine façon protégeait, bien que l'enfermement, mais protégeait aussi un certain statut de la femme et permettait d'élever les enfants dans des conditions matérielles, peut-être pas pour la femme affective, mais en tout cas matérielles, rassurantes. Voilà. Oui, c'est-à-dire que, alors j'en viens à quelque chose qui me paraît important, mais encore une fois, c'est parce que c'est mon expérience personnelle, mais j'en viens à ça. Il y a quelques années, j'ai perdu un de mes bons amis qui a eu un cancer au cerveau, qui s'appelait Lorenzo Weissman, mais ça n'a rien à voir ici, qui était... et bon, j'étais à son enterrement, et donc je présentais mes condoléances à sa fille, et ils avaient 2 filles, un fils, donc à ses enfants, et il y a une des 2 filles qui m'a dit quelque chose qui m'a profondément touché. Elle m'a dit, mais tu sais Charles, bon, dans la famille, il y avait papa, il y avait maman, et il y avait les parents. Et les parents étaient une entité indépendante. Les parents, c'était quelqu'un en soi. Et elle dit maintenant, bon, papa est parti, mais les parents sont partis. Et donc, je me suis dit, vain Dieu, elle a raison. Donc, derrière cette notion de famille, il y avait aussi la notion du couple qui formait une famille. Et cette notion des parents est une notion très très forte. Et ben maintenant, je crois qu'on a enlevé la possibilité aux hommes et aux femmes, à cause de ce mouvement de société dont tu as parlé, d'être les parents. C'est-à-dire que si... C'est dommage. À partir du moment où tu rentres dans un couple et tu te dis, ok, on se marie, c'est à la vie à la mort. Oui. There's no way back. Tu peux pas te retourner. Non. C'est comme au poker. T'as fait tapis. Eh ben, t'es bien obligé de faire avancer le bousin. Exactement. Alors que là, tu te retrouves possiblement dans des couples où tu dis ouais, je vais voir, je passe mon tour, je verrai. Du coup, tu ne méfais pas tapis et peut-être que en renaclant à t'investir, tu mets pas ta mise, tu te condamnes à l'échec parce que tu te mets pas dedans. Ouais, comment tu peux faire fonctionner une entreprise telle qu'elle soit si tu donnes pas 200%, si tu n'es pas investi? C'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, on te dit, vous n'êtes pas obligé de tout donner, vous pouvez vous retirer à n'importe quel moment. Puis s'il y a un mignon qui passe, vous pouvez peut-être aller voir comment il est, ou une mignonne. Et puis, de toute façon, encore que les histoires, j'ai envie de te dire, dans la création d'un couple, on peut peut-être parler. Est-ce qu'effectivement la fidélité est si... Bon, alors, ça, c'est à laisser à chacun, mais je veux dire, dans la construction d'un mariage, les Américains ont mis cette notion de fidélité pugnace comme... mais en tant que Française, peut-être, ou qu'Européenne, je sais pas, je conçois que les coups de canif puissent faire mal à l'ego, mais est-ce la raison de remettre en cause la construction d'un couple? Je sais pas, je pose la question. C'est pas simplement d'un couple, c'est d'une famille, c'est-à-dire d'une lignée, c'est-à-dire à ce moment-là... D'une construction. D'une construction. Moi, les parents, ça me rappelle mes parents, puis mes grands-parents. Je veux dire, il y a une série de parents comme ça qui descendent, et quand je les vois, je me dis, oui, ça faisait partie de ma gens. Et là, c'est-à-dire que cette notion de famille qui était le but de beaucoup d'hommes, et sans doute de beaucoup de femmes aussi, on la présente plus comme quelque chose de désirable. Non. Et là encore, ça doit laisser les hommes très déconcertés, parce que ça faisait des siècles, malgré tout ce qu'on peut dire sur le patriarcat, qui se défonçaient pour la famille. Alors c'est drôle parce que dans ce bouquin-là, donc de Mona Chollet, ce qui ressort pour moi, c'est l'extrême attention portée à l'amour.
Donc on cristallise autour de c'est très surfait, ça. Non, mais autour de la notion d'amour, ce que devrait être l'amour entre un homme et une femme, le fait de se réenchanter, ainsi de suite, ce qui est touchant, je le conçois. Alors après, c'est un couple qui a tenu, elle est suisse, qui a tenu mais qui n'a pas d'enfant. Donc aussi c'est autre chose, parce que je pense que l'amour devient différent avec enfant, et on se place soi-même en tant que mère, en tant que père, et non plus simplement en tant que couple pour cette relation de couple. Et j'en venais à me demander si, en fait, au travers des journaux féminins, au travers de cet attentisme autour d'un amour presque à la Tristan et Isolde, chevaleresque, à la Belle du Seigneur, ce qui est toujours dans la même idée, avec un mari parti, le roi Arthur, et puis voilà, bon. Même truc dans La Princesse de Clèves, si on n'en vient pas, en fait, C'est une notion féminine de l'amour. Mais voilà. Parce que, honnêtement, pour un homme, lui... il montrera son amour en donnant des grands coups d'épée pour défendre sa tribu, quoi. C'est ça Et en ramenant l'argent à la maison. Et à ce moment-là, mais si à ce moment-là, si quelqu'un vient lui dit et tu m'aimes, il dit. Non, mais et si on lui dit tu es nul, tu m'as pas envoyé 50 SMS aujourd'hui, alors que lui, il est juste là ce soir et il a fait le choix de rentrer, il va peut-être se sentir dévalorisé aussi. Voilà. Bon. Parce que, encore une fois, on revient à la parole. Le témoignage féminin d'une preuve d'amour, alors lui, il est complètement incapable de parler, le pauvre vieux, par définition. Et lui ne sait pas l'exprimer comme ça, il va se sentir les pattes coupées. Il va se sentir les pattes coupées, puis il a dit, mais qu'est-ce qu'elle en m'a merdé? Bien sûr que, d'abord, si je l'aimais pas, je serais pas ici. Sachant qu'en plus, on a déterminé au début que tu as peut-être pris un homme dans la classe des, pas les 3 qui arrivaient en tête et qui arrivaient à s'exprimer en littérature, mais parmi le corps du groupe, des 20. Parlons encore de ces 3-là qui sont gagnants. Eux, ils sont dans une société qui est le pied pour eux, parce que toutes les femmes leur courent après. Mm-hmm. Ils choisissent dans le cheptel qui ils veulent. Ils n'ont aucune responsabilité. Et les femmes, elles se retrouvent donc en galopant après les mêmes 3 mecs. Qui sont ceux qui arrivent à s'exprimer en cours de philo. Qui arrivent, voilà, et qui peuvent... Alors, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que j'avais lu un livre qui Simply, il y a longtemps, mais qui m'avait frappé, qui s'appelait You Simply Don't Understand. Et c'était fait par une série de linguistes aux États-Unis, un homme et une femme d'ailleurs, et qui disait, il faut bien que les gens comprennent qu'il y a un langage féminin et un langage masculin, utilisant les mêmes mots. C'est-à-dire que si une femme dit dans une voiture à son mari « Est-ce que tu as soif ?» Lui il dit non, et puis continue. Et sa femme lui fait une tête au carré 10 minutes après en disant « Moi j'avais soif et t'as refusé de t'arrêter. » Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a pas... Quand tu dis les mêmes mots, tu n'entends pas la même chose, quoi. Donc les gens parlent masculin ou parlent féminin. Et je crois que les 3 mecs qui séduisent toutes les femmes, là, c'est qu'ils parlent féminin. Mmh. Oui, ils ont compris les codes. C'est la fameuse chose, quand une femme se plaint d'un problème, elle ne cherche pas des solutions en général. Elle cherche endearment. Elle cherche à ce que tu lui dises mais ma pauvre chérie, c'est terrible. Une fois que tu as compris ça, moi j'ai mis du temps à comprendre ça en tant que femme. Parce que moi, une femme arrive avec ses problèmes, je disais, tu peux passer par là, tu peux essayer de faire ci, pas du tout. Il ne faut pas faire ça quand tu es une fille. Il faut dire, ma pauvre chérie. Il faut dire, mais c'est vraiment un salaud, mais j'y crois pas, toi. Voilà. J'ai mis du temps à le comprendre, donc voilà. On n'a pas forcément les codes. Et donc, si tu veux, les mecs se retrouvent. Donc il y a 3 mecs sur la classe là qui ont toutes les filles de la classe, et puis il y a les autres mecs qui ont rien. Et ils partent dans la forêt en disant mais qu'est-ce que c'est qu'ils ont? Je vais pas continuer à m'emmerder, à continuer à payer, à faire des bêtises. Donc pour moi c'est les hommes et les femmes, ça parle pas pareil, à la limite ça pense pas pareil, ça agit pas pareil, mais on avait trouvé une espèce de modus vivendi qui était au travers de cette construction de la famille. Donc toi, si on essaie justement là de trouver des solutions... Comment recréer la famille? Alors, recréer la famille, alors déjà ça passerait par une idée peut-être de reséparer les filles et les garçons pour leur permettre de se construire à leur rythme différent. D'arrêter peut-être avec la lapidation des uns et des autres. Et d'arrêter de nous rendre responsables, parce que cette histoire de patriarcat, c'est encore une vieille imbécilité, parce que jusqu'à il y a à peu près 70 ans, le combat des familles, c'était de pas crever. C'est-à-dire que l'idée que l'homme était là et que sa femme, lui, il allait faire le fou dehors pendant que sa femme s'échinait au boulot, je t'assure que c'était pas comme ça dans les campagnes, hein. C'est-à-dire que chacun faisait son boulot et puis on était bien content si à la fin de l'hiver on n'était pas mort, quoi. Et qu'on n'avait pas perdu un môme. Et qu'on n'avait pas perdu un môme. Donc, qu'on cesse de chercher des choses dans le passé
c'est pas parce qu'admettons que les grands-mères ou les arrière-grands-mères aient été maltraitées, c'est pas en traitant mal les hommes aujourd'hui qu'on va régler le problème des grands-mères qui ont été maltraitées. On s'en fout, c'est fait. Passons à autre chose. Donc cette espèce de façon de se victimiser en disant j'ai droit à plus parce que mon arrière-grand-mère a été victimisée, ça me paraît complètement idiot. Vous avez droit à rien de plus. Pourquoi vous auriez plus ? Pourquoi vous auriez plus qu'un homme aujourd'hui ? Et donc, maintenant, c'est une espèce de concours des victimes. Qui a été le plus victimisé ? Et alors, la conclusion à laquelle on arrive, c'est que, dans ce genre de bouquin, c'est que celui qui a été à l'origine de toutes les victimisations, c'est le mâle blanc. Et donc, il est à la fois raciste, antiféministe, etc. Mais le pauvre vieux, il s'est défoncé pendant 20 siècles pour essayer d'élever des enfants. Je les amenais à bouffer et tout. Et toutes les bêtes cheloues. Toutes les bêtes bizarres qui traînaient. C'est toujours lui qui allait se battre contre les Allemands quand ils arrivaient, ou les Vikings, ou les... Dieu sait qu'il fallait protéger sa famille, quoi. Eh ben non, c'était une ordure. Et maintenant, d'ailleurs, t'en es le digne descendant, t'es une ordure, toi aussi. Bon, bah, ça stimule assez peu, quoi. Ça stimule assez peu. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut retrouver... Il faut recommencer à réfléchir, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut terminer, mais à la façon dont il faut traiter des garçons pour qu'ils deviennent des hommes. Mm-hmm. Traiter des garçons pour qu'ils deviennent des femmes, c'est pas une bonne solution. Ça ferait un joli poème de Rudyard Kipling. Tu seras un homme, mon fils. Tu seras un homme, mon fils. Le pauvre vieux, d'ailleurs, il a perdu son fils pendant la guerre de 14 et il s'en est jamais remis. Il y a des... Il s'en est jamais remis, ça a été... Un peu comme Malraux. Enfin, Malraux, il a continué, mais perdre 2 fils dans un accident de voiture, c'était quand même pas mal, ça. Et puis, c'était affreux. Mais ça, justement, c'était un truc qui arrivait dans le temps. Donc, on n'est pas du tout... encore une fois, je voudrais bien que les gens comprennent l'esprit dans lequel j'essaye de faire ça. C'est pas de dire... il est en train de se passer quelque chose chez les hommes, et je voudrais que les gens y réfléchissent et essayent de comprendre plutôt que de... Taper à gogo toujours sur le mâle blanc qui est à l'origine de tous les malheurs de l'humanité. Et qu'on se dise, mais comment... Par exemple, si j'élève des enfants, il faut... Et pourtant, j'ai eu des garçons, des filles, et puis il y a 6 petits-enfants qui ont des garçons, 5 qui sont des filles. Comment permettre à chacun de se développer en respectant ce qu'il est, c'est-à-dire pas le forcer à être une fille si c'est un garçon, pas le forcer à être un garçon si c'est une fille. Et il y a quelque chose qui me fascine dans les études que fait justement Jordan Peterson, c'est qu'il a regardé la Suède, qu'on connaît bien. Il a regardé la Suède, et c'est le pays où, depuis un siècle, on fait le plus pour permettre l'égalité entre hommes et femmes. Bon, c'est très bien. Eh bien, en Suède, toutes les femmes vont dans les métiers à la personne, tous les hommes vont construire des voitures ou faire des trous. Dans des camions qui font du bruit. Dans des camions qui font du bruit. Et pourtant... On leur donne leur même capacité d'atteindre, soit devenir infirmier, infirmière, ou médecin, soit devenir ingénieur, ou de faire des trous dans la route, etc. Donc, et les garçons choisissent quand même d'aller faire des trous pour trouver du pétrole, et les filles d'être docteurs. Les filles d'être docteurs, parce qu'apparemment, dans la mentalité biologique, les types s'intéressent aux choses, et les femmes s'intéressent aux gens. Quand tu fais des commentaires, tu vois très bien que c'est pas du tout la même chose. Donc, les conversations entre garçons, ce sera pour parler de la dernière voiture. Et des bitcoins. Les bitcoins. Et les filles, ça sera peut-être pour parler des copines. Donc, et ça, on le voit dans les statistiques. Et pour les gens qui sont pour l'égalité des sexes a posteriori, ce qui est une erreur, c'est un drame parce que eux, ils auraient aimé qu'il y ait 50% de garçons qui aillent dans devenir nurse et 50% de filles qui aillent faire des trous ou bâtir des voitures. Et ben, c'est pas du tout ce qui se passe. Ça veut dire que, donc, tout effort pour forcer les filles à faire des trous ou les garçons à devenir nurse, ça va rendre les gens très malheureux. Bah oui, si c'est pas ta nature profonde. Tu dois quand même choisir un emploi qui te fasse plaisir. Donc, Donc, plus tu laisses le sang en joie, plus les hommes et les femmes divergent. C'est quand même un truc intéressant. Parce que d'après tous ces corneaux qui écrivent ces livres, elles devraient converger. Eh ben non, plus ça va, plus ils divergent. Donc, il faut prendre en compte aussi la réalité des gens. Oui. La réalité des gens. Et je le sens je le sens quand je rencontre des hommes jeunes, etc. Il y a
Il y a des relations qui me paraissent, moi, il y a des réactions de certains de ces hommes jeunes qui me paraissent complètement ahurissantes. Dans quel sens? Je les sens, par exemple. Moi, quand je me suis marié, il y avait la famille, et puis il y avait 2 ou 3 copains qui étaient là. Mais j'ai été à quelques mariages de jeunes récemment. Le mari arrivait avec ses 20 copains. Ah oui, ce côté-là. Et la fille avec ses 20 copines. Et c'était littéralement 2 bandes qui se mettaient en même temps. 2 clans. 2 clans qui se mettaient en même temps, puis il y en avait 2 qui se mariaient, c'est comme ça. Mais d'ailleurs, très souvent après, ils retournaient dans leur clan, l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'ils se séparaient, parce que, c'était pour un peu plus rigolo quand j'étais dans mon clan, quoi. Mais moi, ça n'arrivait pas à mon époque. Le coup des clans comme ça, des clans d'adolescents, d'hommes et de femmes, et puis se marier, on se mariait, on avait 23 ans, maintenant ils se marient, ils ont 30 ans. Mais que des mecs de 30 ans continuent à être en bande, moi, ça me venait même pas l'idée. Alors, 1, c'est peut-être ton caractère parce que tu es très autonome. Et puis 2, l'époque veut peut-être que les gens, pour se sentir rassurés, bougent en groupe. Ils bougent par clan de 6, 8, mais oui, mais de 12. 6, 8, 10, mais hommes, et 6, 8, 10 femmes. Oui, parce que pareil, tu veux être assuré, donc c'est comme des mini-cours. Et puis tu vas assurer le même service auprès des autres. Donc tu fais des sortes de mais tu l'as vu, ça aussi, dans les mariages, non? Oui, bien sûr. C'est quelque chose d'étonnant, ça. Ce maintien de la bande, c'était un truc que tu faisais quand tu avais 16, 18 ans. Oui, parce que tu faisais des conneries, tu volais des scooters, mais de l'essence des scooters. Mais puis tu faisais des booms sur Françoise Hardy. Mais je veux dire, oui, effectivement, après tu bouges plus en bande. Normalement, c'est un truc que tu fais en seconde. Voir des types de 30 ans en bande, moi, ça me laisse pas, toi. Tu vois, et ça aussi, ça veut dire qu'il y a une espèce de malaise qui s'est répandu, puisque normalement, tu es en bande avec des garçons et des filles, il y a une bande des deux. Ensuite, on part 2 par 2. Quoi. On joue à la sardine. Voilà, donc encore une fois, je ne sais pas très bien pourquoi on a fait cette émission, mais c'est simplement pour faire part d'un certain malaise. Parce que tu avais envie d'en parler, donc on parle de tout. On parle de tout. Un certain malaise, c'est que les garçons sont des petites bêtes fragiles et qu'il ne faut pas trop les martyriser. Voilà, je crois que Charles a trouvé le mot de la fin. Les garçons sont des petites bêtes fragiles. Très fragiles, très fragiles. Il faut les laver sur le programme soie et les étendre à plat. Pas les mettre au tambour, certainement pas à 1200 tours. Les fait sécher à plat entre 2 petites éponges. Voilà, il ne faut pas exagérer. On n'est pas aussi fort qu'on veut bien le penser. Voilà, donc, en tout cas, juste quand il faudra porter quelque chose de lourd. Voilà, écoutez, merci de nous avoir suivis. Dites-nous si cette émission vous a plu, si ce genre de débat vous intéresse ou si vous voulez qu'on parle que d'économie. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à en parler autour de vous, à mettre des commentaires en dessous. Et puis voilà, et puis on va vous dire à la semaine prochaine. Peut-être que la prochaine émission, on sera contraint de la faire par écran interposé, mais on verra en Zoom parce que... je serai aux États-Unis. Voilà, monsieur va aux États-Unis où il a décidé d'aller au plus profond du mouvement woke. Voilà. Mais je voudrais rencontrer aussi, parce que je connais les États-Unis, mais ça fait à peu près 1 ou 2 ans que je n'ai pas vraiment passé de temps. Donc je voudrais voir un petit peu. Je voudrais voir un petit peu comment ça se passe. Prendre la température. Prendre la température, voir les gens, voir les émissions, voir. Parce que ce qui se passe aux États-Unis est important, parce que souvent ça arrive chez nous après. Ah oui, regarde le mouvement woke dont on fait. On en avait parlé. Moi, j'avais fait un papier il y a 5 ans, le mouvement woke aux États-Unis, que vous devez retrouver dans les archives d'ailleurs. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et puis ça va jamais arriver chez nous. Arrive. ça arrive. Et puis si, c'est d'arriver chez nous. Ouais, on n'y croyait pas. Hein. On n'y croyait pas du tout. On se disait, ça prendra jamais cette affaire. Et bien pas du tout. On se retrouve avec des Sandrine Rousseau et consorts. Sardine Rousseau, oui. Voilà. Bon, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup et on vous dit donc à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.